On reprend donc le programme de la journée en ce début d'après-midi avec un invité du groupe Renault, Jean-Philippe Mercier, qui va nous parler un peu de la vision du point de vue du constructeur automobile sur ces nouveaux enjeux liés à l'électrification du véhicule. Merci d'être venu participer. On est très impatient d'avoir votre vision. Merci. Enchanté d'être parmi vous. Donc, je vais vous faire une présentation, là, donc, comme on disait, là, sur le point de vue de l'end-user des composants wide bandgap et en particulier du GaN. Alors, la première chose, je pense que vous le savez, mais il faut le rappeler. C'est que l'automobile est en train de vivre un virage très très important vers l'électrification. Alors pourquoi ? On va dire plusieurs raisons. On peut les prendre les unes par... Alors déjà, par exemple, en ce qui concerne la France, il y a du malus sur les automobiles. La tendance, c'est donc 5 grammes de diminution des émissions de CO2 par an, donc le niveau de malus. Et ça, c'est grosso modo pour être un malus zéro. Donc en 2020, il fallait 138 grammes, en 2022, 128, et la tendance, c'est 5 grammes par an. Et pour gagner 5 grammes de CO2 sur un objet, il faut s'en occuper. Vous savez aussi notamment ce qui se passe dans un certain nombre de grandes villes, de capitales, ce qu'on appelle l'ICE-ban, donc faire en sorte que les véhicules polluants ne rentrent plus dans les grandes villes. Il y avait une association d'une trentaine de villes, c'est en train de passer à 50, puis à 100 villes en Europe. Donc on ne pourra plus rentrer avec son véhicule thermique traditionnel. Les normes de dépollution, l'Euro 6, l'Euro 7. L'Euro 7, grosso modo, c'est 20 fois plus sévère que l'Euro 6. Pour dépolluer des véhicules, il faut mettre de l'argent. Donc, grosso modo, la compétitivité d'un véhicule avec un moteur thermique en prend un coup à chaque changement de norme. Et puis, ce qu'on sait tous, c'est donc les accords de Paris, la diminution des émissions de CO2. Donc ça, c'est on va dire la pente qu'il faut. On vise une neutralité carbone en 2050. Pour viser cette neutralité carbone, il faut suivre une pente qui est très importante. Ici, ce sont les millions de tonnes de CO2 émises par an par le transport particulier. Et donc, on est sur donc la Commission européenne nous demande aux constructeurs de suivre une pente, et cette pente, elle s'est accentuée. Et ce qui a conduit à ce qu'on a appelé donc le Fit for 55, c'est-à-dire grosso modo réduire de 55% à l'horizon de 2030 ou 2035 les émissions de CO2 des véhicules, en partant sur une base 100 en 2020. Et donc ça a conduit naturellement à l'électrification, puisque c'est la seule solution dont on dispose pour faire quelque chose qui soit, on va dire, peu émissif en CO2. Alors, ce qu'on appelle du réservoir à la roue, parce que si on considère ce qui se passe en amont, c'est pas tout à fait la même chose. Mais grosso modo, entre ce qui est dans le réservoir et à la roue. Et donc, ça conduit à une évolution du mixte, donc des motorisations, où grosso modo, on va dire en 2020, on avait 80% à peu près de moteurs thermiques, et puis en 2035, il n'y aura plus de moteur thermique, zéro moteur thermique, et tout en véhicules électrifiés et zéro émission. Et puis, entre-temps, une évolution de ce mixte avec des solutions, donc on voit là en bleu foncé, là c'est l'EV, et puis les bleus clairs, ce sont les hybridations qui permettent de faire des steps plus ou moins importants en termes de réduction de CO2. Donc le marché automobile, il est en train de basculer vers l'électrification, c'est une réalité et c'est inévitable. Sauf que, effectivement, c'est bien bannir les ICE et avoir quelque chose qui soit ce qu'on appelle full sustainable, enfin, donc, peu émissif de CO2. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la crise du CO2, la crise du Covid, pardon, excusez-moi, a permis, avec des aides, des incentives, d'aider déjà une première partie de ce basculement. Enfin, ça, c'était notamment en France. Il y a eu le Green Deal qu'on a vu, les city bans. Donc ça, c'est ce qu'on veut dire au niveau société. Par contre, si on se met au niveau du client, le client, qu'est-ce qu'il dit ? Il a compris que l'électrification, c'était inévitable. En revanche, il est actuellement, d'une manière générale, perdu dans les choix techniques. Il ne sait pas, on lui parle d'hybride, on lui parle d'hybride rechargeable, on lui parle d'EV. Ils sont perdus, donc le client est plutôt attentiste. Quand on lui parle d'EV,
il y a 2 ans, c'était l'inquiétude sur un possesseur d'un EV, c'était l'autonomie. C'était, je n'ai pas suffisamment d'autonomie, comment je vais faire, et ainsi de suite. Bon, les véhicules ont progressé, ce qui fait qu'on a de plus en plus, on va dire, d'autonomie, mais on est toujours quand même sur des 300, 350 km, 400 km, suivant les usages. Donc, c'est plus, il n'y a plus cette notion de vraiment, je vais tomber en panne. Par contre, c'est l'anxiété, c'est plutôt maintenant c'est déplacé au niveau, est-ce que les bornes de recharge vont être disponibles et est-ce que le temps de recharge que je vais devoir subir est acceptable ou pas. Et donc, on est vraiment passé donc, de ce qu'on appelle le range anxiety to une infrastructure ou recharging time anxiété. Par contre, le client, il apprécie beaucoup le véhicule électrique parce que c'est agréable, ça n'a pas d'à-coups, ça n'a pas de bruit, c'est dynamique et ainsi de suite. Et puis, il y a une petite préoccupation, c'est ce qui concerne le recyclage des batteries. Le client se dit, bah oui, c'est bien, mais on me dit qu'une batterie, c'est plein de mauvais matériaux, et qu'est-ce qui se passe au niveau recyclage? Donc ça, il faut s'en occuper, mais on va dire que ce n'est pas l'enjeu de la discussion aujourd'hui. Et donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les clients, on voit bien une augmentation des intentions d'achat sur les véhicules électrifiés, que ce soit des hybrides rechargeables ou des EV. Bon, toujours perdu dans les choix techniques. Et quand même, le driver principal, c'est le coût. C'est le coût. Alors, suivant les moyens des gens, c'est ou le coût à l'achat, ou ce qu'on appelle l'usage cost ou le TCO, donc le coût de possession, quand on inclut le prix de la recharge par rapport au prix du carburant et ainsi de suite. Donc mais ça reste un driver très important, et tous les constructeurs automobiles actuellement sont focalisés sur la réduction du coût de leurs véhicules électriques. Alors, si maintenant on essaie de descendre un petit peu plus au niveau des organes, et notamment d'électronique de puissance, donc dans un véhicule, alors là c'est un véhicule électrique, un BEV, donc il y a trois organes principaux, les 3 convertisseurs. Donc le premier, on va dire l'inverteur qui gère le flux d'énergie entre la batterie et le moteur électrique dans les 2 sens. Il y a le chargeur, évidemment, pour recharger la batterie. Et puis il y a un petit composant, enfin un petit convertisseur, un DC-DC, qui en fin de compte assure l'alimentation du réseau de bord à partir du réseau haute tension. Donc c'est un convertisseur DC-DC. Juste ce que vous voyez là sur la droite, là, c'est l'évolution là qui est vue. Bon, c'est un extrait d'un rapport IOL. C'est l'évolution là de la technologie que l'on voit dans les inverteurs. On voit qu'on était principalement en silicium, et puis de plus en plus, on commence à voir du SiC, enfin du carbure de silicium. Et puis à partir de 2025-2026, un petit peu de GaN. Le GaN commence à arriver. Ici, c'était simplement pour vous montrer à peu près la répartition des puissances de charge. Donc, dans un véhicule est équipé d'un chargeur embarqué, donc qui se branche sur une prise du réseau, donc courant alternatif, et qui en fait du courant continu pour recharger la batterie. Et donc, les puissances de charge donc de ces chargeurs, on voit donc il y a, on va dire, à peu près 3 catégories. Il y a du 3 kW et demi, il y a du 7 kW, et 7 ou 11, et puis il y a du 22 kW. Et en fin de compte, le mix du marché est plutôt en train de se diriger maintenant vers des chargeurs embarqués de 11 kW, parce qu'en fin de compte, on a aussi dans les infrastructures des bornes de DC qui permettent d'alimenter directement on va dire la batterie par une charge DC qui est beaucoup plus rapide. On peut charger avec des niveaux de puissance, on en parlera tout à l'heure, mais jusqu'à 200 ou 250 kW. Donc le chargeur embarqué, ça devient plus maintenant un chargeur d'appoint au cas où on se déplace sur des routes où il n'y a pas de bornes de recharge. Donc on n'a pas besoin de puissance très élevée. Par contre, bon, la contrepartie, c'est le temps. Mais donc si on veut faire une charge très rapide, on charge avec du DC. Donc, grosso modo, sur les inverteurs, ce que l'on voit arriver, actuellement, la grande majorité des produits sont à 400 volts. On voit clairement arriver le 800 volts, j'y reviendrai, et pas forcément que sur les véhicules premium. Sur les gammes de puissance, bon, c'était jusqu'à, on va dire, 150-160 kW. Maintenant, on voit de plus en plus de véhicules équipés de moteurs allant jusqu'à 200 kW. Et puis la technologie au niveau des semi-conducteurs, c'était principalement du silicium de l'IGBT. Et là, c'est clairement en train de basculer sur le SiC. On y reviendra aussi, enfin, tout moins, on pourra le dire aussi pourquoi, mais c'est du gain rendement et de l'énergie.
En ce qui concerne le chargeur, donc comme je vous disais, on partait grosso modo des chargeurs monophasés 3,5 kW ou triphasés 22 kW. Maintenant, la convergence, elle se fait plutôt sur des chargeurs 7 et 11 kW, mono et triphasés. Dans les topologies, alors là, il y a plein de solutions. Par contre, ce qui apparaît nettement, c'est la réversibilité. Donc, la réversibilité, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on fait des échanges d'énergie entre le réseau et la batterie dans les deux sens. Évidemment, on charge la batterie par le réseau, mais aussi, on peut décharger la batterie dans le réseau. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui commence à s'ouvrir, puisqu'on a de plus en plus de véhicules électriques qui peuvent assurer du stockage d'énergie et par des accords avec les distributeurs, se dire je branche mon véhicule et j'accepte de rendre de l'énergie au cas où il y a des pointes de demande dans le réseau électrique que le fournisseur d'énergie ne sait pas fournir. Donc, il y a un intérêt économique à la fois vu par le fournisseur d'énergie, mais aussi par le client, puisqu'il est rétribué potentiellement pour ça. Donc, réversibilité, c'est un point important. Bon, après, il faut que l'infrastructure suive, c'est-à-dire il faut que les bornes soient capables de faire de la réversibilité. Et puis donc en technologie, c'était donc jusqu'à présent des MOSFET silicium, et là on commence à voir arriver du GaN. Il y a une étape, on va dire, transitoire avec du SiC, mais c'est plutôt le GaN qui se dirige. Et puis sur le DC-DC, ça suit un peu une tendance générale, c'est-à-dire que on augmente un peu les puissances. Donc là, c'est lié principalement aux consommateurs de bord de véhicules, donc tout ce qui est à la fois l'infotainment, donc les GPS, les routes planeurs, et puis ce qu'on appelle les aides à la conduite, qui sont de plus après du confort habitacle, qui fait que on se dirige maintenant vers des DC-DC qui sont plutôt dans les zones de 4 kW. Et donc, en topologie, on est maintenant plutôt sur du multistage. Alors, le DC-DC réversible, mais là, c'est plus, il n'y a pas tellement un intérêt c'est pas de l'échange d'énergie. Là, c'est simplement de l'échange d'énergie à l'intérieur du véhicule, mais ça permet d'avoir certaines fonctionnalités, de simplifier le réseauage. Et donc, en technologie, pareil, semi-conducteurs, jusqu'à présent, on était sur des MOSFET silicium, et on voit arriver du GaN. Alors, deux petits points particuliers sur l'analyse marché au niveau de l'électronique de puissance ou de la chaîne du powertrain. On était, on va dire, jusqu'à présent, avec beaucoup de composants qu'on appelle le standalone. Donc, les composants sont indépendants, ils sont reliés entre eux, mais pour des raisons justement de packaging et d'installation dans le véhicule, on est plutôt avec des organes qui sont séparés. Alors, c'est modulaire, c'est facile. Par contre, ça a un coût parce que c'est des connexions haute tension entre les différents organes. C'est la complexité au niveau du refroidissement. Donc, ce qu'on voit arriver, là, maintenant de plus en plus, c'est l'onduleur, il est directement rattaché au moteur électrique. Donc, on supprime des liaisons haute tension entre le moteur et entre l'inverteur et le moteur. Et puis, on fait ce qu'on appelle un combiné chargeur embarqué plus DC-DC, donc un combo OBC-DC-DC. Donc ça, c'est l'étape intermédiaire. Et on voit apparaître ce qu'on appelle des all-in-one, où en fin de compte, sur le moteur électrique, on vient tout mettre. Donc tous les organes d'électronique de puissance, donc ce qu'on appelle le all-in-one ou du one-box. Donc l'idée, c'est bien d'intégrer tout ça pour du gain de coût, c'est clair. Par contre, ce qu'on voit actuellement, ça c'est un bench qu'on avait fait en interne, donc ce sont les volumes occupés par l'électronique de puissance et les boîtes de jonction. Donc on va dire la moyenne, elle est aux alentours de 30 litres, ce qui représente à peu près le volume cumulé de tous ces objets, avec certaines disparités, des fois on monte jusqu'à 50 litres, et 30 litres, peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est très, très difficile à mettre sous un capot de véhicule. Et donc, quand on veut faire des one-box avec 30 litres, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que les composants sont plutôt en stand-alone. On essaye de mettre l'inverteur le plus près possible, mais les DC-DC, OBC, on les met là où il y a de la place. Et donc, mais comme je vous dis, il y a un intérêt à mettre tout ça dans une one-box.
Et là, clairement, les composants wide bandgap, ils aident à réduire ça, que ce soit sur l'inverteur ou sur le DC-DC et le chargeur. Et puis bon, le fait de faire du one box, on communalise des fonctions, du cooling, tout ce qui est refroidissement, les carters, les filtres internes, les filtres CEM. Et donc, ça permet de réduire le coût. Et donc, bon, là, c'est une image, c'est un projet qu'on a présenté en interne Renault. Donc, c'est de faire une one box avec... donc, on vise une réduction plus que sensible du volume, puisqu'on vise moins de 15 litres pour le cumuler. La deuxième tendance que l'on voit qui est importante, c'est le 800 volts. Alors, il y a un graphe ici là, que l'on voit. Donc ici, c'est ce qu'on voit en dessous, là, c'est les puissances de charge. Et puis ici, ce sont les courants admissibles. Et les prises actuelles, elles sont limitées à 500 ampères. Donc, on ne peut pas passer plus de 500 ampères. Et sur du 400 volts, on est vraiment dans le coin. On est donc en charge DC, là, c'est de la charge DC. On est vraiment au maxi qu'on sait faire, c'est grosso modo 190 ou 200 kW. Et le passage à 800 volts permet effectivement d'augmenter les puissances de charge, donc de passer jusqu'à 250 voire 300 kW en 800 volts en réduisant évidemment l'intensité. Donc il y a enfin actuellement, on va dire il y a deux fabricants, deux OEM qui ont du 800 volts. Il y a Porsche sur la Taycan et il y a maintenant Hyundai sur les Kia EV6 qui est passé en 800 volts avec des puissances de charge de 230 voire 250 kW. Donc, alors pourquoi comme je vous disais, le client qui a un véhicule électrique, il est maintenant inquiet plus par son temps de recharge que par réellement tomber en panne. Et donc, ce qui est maintenant admissible pour lui, c'est de pouvoir récupérer 240 km d'utilisation sur autoroute en moins de 15 minutes. Donc, le client part avec une batterie pleine, il fait 250, 300 km avec sa batterie, il arrive sur une aire ou devant une borne de recharge, et ce qu'il veut, c'est pouvoir récupérer 250 ou 240 km d'autonomie en moins de 15 minutes. Il considère qu'ayant fait 300 km, s'arrêter un quart d'heure pour recharger sa voiture, c'est acceptable. Et donc, pour arriver à faire ces 240 km, enfin donc l'énergie nécessaire pour les 240 km sur autoroute en moins de 15 minutes, il faut des puissances de charge qui sont au-delà de 200 kW en moyenne. Puis d'autre part, le client, il dit, bah oui, mais c'est bien beau, en été, j'ai bien réussi à faire mes 240 km, mais alors, en hiver, j'ai pas fait les 300 km sur autoroute en partant, j'en ai fait 220 ou 230, parce que j'ai une consommation qui est plus élevée, parce que ma batterie a moins de capacité embarquée, et en plus, au moment où je me recharge, je peux pas récupérer ça. Et donc, là encore, avec l'augmentation des puissances de charge, plus un certain nombre d'autres choses que l'on sait faire, on va sécuriser, enfin faire en sorte que ces variations de temps de recharge soient, d'autonomie et de temps de recharge, soient minimisées le plus possible. Et donc, il y a 3 axes de progrès. C'est donc, évidemment, améliorer la puissance de charge. Donc là, le 800 volts, c'est un enabler, mais il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le refroidissement de la batterie et les électrochimies, améliorer les électrochimies sur la batterie. Et donc, on voit là, c'est la pénétration là, du 800 volts dans les années à venir. C'est vraiment la tendance. Et puis ça, c'est les projets qui sont annoncés. Alors, maintenant, on va en parler un peu plus au niveau des composants. Alors, le premier composant, c'est le chargeur, donc le chargeur réversible. Alors, bon, là, je vous ai mis simplement pour illustration, il y a plein de topologies. Ce sont des discussions en interne chez tout le monde, que ce soit les tier 1, les OEM, qui sont très animés entre telle et telle topologie qui est avantageuse, ainsi de suite. Mais grosso modo, on a 3 axes d'optimisation. On a le rendement, la compacité et la complexité et le coût. Et tout ça, il faut qu'on se déplace dans ce domaine. Alors, ce qui apparaît, c'est quand même que il y a plein de topologies qui sont possibles, mais que l'utilisation de GaN, de wide bandgap, mais particulièrement de GaN, ça permet de mettre des topologies plus en évidence que d'autres. Donc ça, c'est à peu près certain. Ça reste toujours une optimisation multicritère. Il n'y a pas une topologie qui s'impose, qui est la meilleure des 3 dans tous les axes. Donc après, c'est un choix qui doit être fait. Et puis, on parle souvent, mais on a une contrainte dans l'automobile. Donc ça, c'est la réglementation, c'est au niveau des émissions de CEM. Et on a une frontière qui est aux alentours de 150 kHz
donc là, c'est les niveaux d'émission admissibles. Et donc, on a une vraie rupture dans la zone des 150 kHz. Et donc chez Renault, on avait regardé l'impact que ça a sur le volume de magnétique en fonction de la fréquence de découpage. Et donc, on voit que comme on augmente la fréquence de découpage, on diminue bien les volumes de magnétique, sauf que lorsqu'on arrive à 150 kHz, avec la chute drastique des émissions admises, et ça nous fait remonter donc jusqu'à 150, on va dire 149 kHz, c'est très bien. Et puis là, ça nous fait remonter soudainement. Et pour revenir sur des niveaux de composants magnétiques à peu près du même niveau qu'on a à 140 kHz, il faut aller à plus de 500 kHz. Et donc, globalement, il faut qu'on travaille sur les... Donc, le GaN permet d'augmenter beaucoup les fréquences de découpage, ça c'est bien, mais actuellement, on ne sait pas l'exploiter ou très mal l'exploiter, en tout cas dans un usage industriel, parce qu'on est limité par les émissions CEM et par les volumes de magnétique. Et simplement, quand on regarde là, c'est donc un breakdown, enfin une répartition des surfaces de composants dans un chargeur embarqué. On voit que les magnétiques, que ce soit les filtres et le transfo, c'est ça qui fait le plus de volume. Et donc, au-delà du GaN, il faut travailler les composants magnétiques. Alors, maintenant, avec l'aide notamment du CEA et d'autres, on a réalisé donc chez Renault, on est en train de réaliser un chargeur embarqué avec des composants GaN. Et donc, on avait une cible on va dire, de compacité. Cette cible de compacité, elle est largement, enfin, elle est atteinte ou assez largement atteinte. Donc, on est bien là où on est. D'un point de vue, on avait un cahier des charges de rendement, donc on voyait le cahier des charges, on est au-dessus en termes de rendement, on gagne 2 à 3 points, enfin on est 2 points au-dessus de notre CDC, on est 2 à 3 points au-dessus de composants venant des compétiteurs. En revanche, ce que l'on voit, donc ce gain en rendement, alors le gain en compacité, il est acquis, enfin on l'a acquis avec une topologie, avec des composants GaN et ainsi de suite. Par contre, en valeur client, donc le gain en temps de charge, il est marginal. On gagne très peu. C'est pas parce que on a gagné 2 points de rendement. C'est quelques minutes sur une charge de 8 heures ou de 6 heures. C'est pas très parlant. Après, d'un point de vue cost, enfin donc économie, si on ne parle que de l'énergie, donc de la charge pour propulser le véhicule, même donc en diminuant les pertes, même avec 150 000 km d'utilisation, on parle de quelques centaines d'euros. Alors évidemment, ça va dépendre du prix de l'énergie, l'électricité augmentant pas mal ces derniers temps, mais ça reste, bon, c'est intéressant, hein, mais c'est pas un réel game changer. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que, comme je vous parlais là, de la réversibilité, lorsqu'on est en mode réversible, donc du véhicule vers le réseau, généralement les échanges d'énergie sont faibles, enfin en termes de puissance sont faibles, et donc on est plutôt dans des zones de quelques kilowatts. Et là on a notamment avec le GaN, on a des vrais gains rendement dans cette zone-là. Quand on échange à 2-3 kW, on a un vrai gain rendement, et ça on sait le valoriser, parce que c'est de l'énergie qu'on renvoie en gagnant en rendement, on en renvoie plus par rapport à ce que l'on a mis dans le véhicule. Donc là, il y a une vraie valorisation intéressante du GaN dans le cadre de la réversibilité. Et puis donc, comme je vous disais, au final, l'utilisation du GaN, ça va être une optimisation multicritère. Certains vont vouloir faire du packaging, d'autres du rendement, les troisièmes du coût, mais on va se déplacer dans ces 3 axes. Je sais pas. Voilà. Le DC-DC. Alors, la première chose, le DC-DC, ce qui est intéressant, c'est que les topologies qu'on a actuellement sur les DC-DC, avec les niveaux de puissance que l'on a, on est plutôt sur des architectures, on va dire, dédoublées. Et donc, là, il y a un intérêt
sensible, parce qu'en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, on est en train de, enfin, grosso modo, on va avoir et du 400 et du 800 volts, et le DC-DC se prête relativement bien à une architecture parallèle, une architecture série, et donc, donc on peut utiliser des composants GaN actuels, et ça, on a un vrai gain en flexibilité. Donc, le GaN bien adapté pour un composant tel que le DC-DC qui se prête pas mal au passage 400-800 volts. Là, donc c'est un travail que l'on a en cours d'un DC-DC qui est fait avec Vitesco. Et donc, en termes de compacité, on est largement, enfin, le DC-DC tel qu'il est, il est largement dans les cibles. Donc, plus on est vertical, meilleur c'est. Donc là, on a vraiment un vrai gain en compacité. D'un point de vue rendement, c'est pareil. On est 2 à 3 points au-dessus d'une solution classique en IGBT, donc avec des rendements de 96-97. Donc la densité de puissance a été multipliée par 2. Bon, c'est un DC-DC réversible avec des composants GaN. Alors dans un premier temps, ce ne sont pas les composants de ST, mais c'est bien ceux qu'on utilisera ou qu'on souhaite utiliser dans le futur, composants GaN. Et donc en revanche, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que la valorisation, en tout cas du rendement, elle est très faible. Si on regarde sur l'énergie consommée dans le véhicule, sur un usage, sur une charge de batterie, le fait d'avoir un DC-DC GaN au lieu d'un DC-DC silicium, ça nous fait gagner 0,1 km d'autonomie, 100 mètres. Donc c'est pas ça le game changer, mais le game changer, c'est notamment la densité de puissance. Comme je vous disais, on souffre d'un manque de place, même si le DC-DC c'est pas un gros composant. Augmenter sa densité de puissance, la multiplier par 2, c'est un vrai intérêt pour les constructeurs. Dernier sujet qui pourrait intéresser donc le GaN, c'est donc pour les inverteurs. Alors là, il y a un message principal pour les fabricants de semi-conducteurs. Je ne sais pas si ça vous aura échappé. Ça, c'est la valeur en termes de semi-conducteurs, enfin la répartition en termes de valeur des semi-conducteurs sur un OBC, un DC-DC et un chargeur. En fin de compte, on voit que si on prend la totalité en valeur de tous les semi-conducteurs qu'on a dans ces 3 organes, c'est l'inverteur qui capte le plus de la valeur. Et malheureusement, pour l'instant, c'est là où on n'a pas de solution technique d'un point de vue GaN pour mettre dans des inverteurs. On a des solutions pour le chargeur, pour le DC-DC, mais appel au candidat, la valeur, elle est là. Elle est plutôt là. Alors, une des solutions qui est envisagée, c'est de faire un onduleur multiniveau, enfin 3 niveaux. Alors, l'intérêt de l'onduleur 3 niveaux, pour l'instant, on ne va pas parler de semi-conducteurs, c'est parce que lorsqu'on fait un onduleur 3 niveaux, on a un contenu harmonique sur les courants de phase qui est beaucoup moins riche, avec des amplitudes beaucoup moins fortes, et donc réduire ces courants, ces harmoniques sur les courants vont permettre de gagner à la fois sur les pertes fer qui sont ici et une partie sur les pertes joules qui sont ici. Et donc, il y a un intérêt, donc là, d'un point de vue rendement et donc économie d'énergie, on va dire. Un calcul très rapide fait que sensiblement avec un onduleur 3 niveaux, les pertes, les harmoniques, on pourrait aller jusqu'à 5% de la totalité des pertes du GMP, de l'annulation de 5% de ces pertes. En valeur client, ça reste encore à confirmer, mais on va parler là aussi de valeurs en centaines d'euros, parce que ce sont des kilowattheures de batterie que l'on mettra en moins. Et là, un onduleur 3 niveaux, il peut aussi permettre d'utiliser, on va dire, plus facilement des composants GaN, puisque même avec du 800 volts, on se retrouve avec des niveaux de tension, puisqu'on est grosso modo avec un point neutre, on se retrouve avec des niveaux de tension 2 fois plus faibles. Et donc, ça peut permettre d'utiliser des composants GaN, je dis ça peut permettre d'utiliser des composants GaN plus facilement. Donc, côté composants, on est intéressé par évaluer cette solution d'onduleur 3 niveaux, se dire, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout, mettons du GaN.
et évaluons ce que ça vaut. Alors, simplement, pourquoi? Alors, et donc pour les inverteurs, ce qu'il faut, s'il y a un message à passer pour capter la valeur, donc c'est où on augmente là, les tensions jusqu'à 1200 volts. Donc là, c'est de la technologie, donc il faut passer d'un substrat silicium sur un substrat oxyde. Il faut simplifier, alors là je ne suis pas un grand spécialiste du GaN, mais les différentes couches, simplifier, vous m'excuserez, je ne suis pas un grand spécialiste, et puis réduire le coût là, de ce qu'on appelle le kilovolt ampère, en fin de compte, en passant de wafer de 6 pouces à 8 pouces. Et dans le long terme, ce que l'on voit en tant que constructeur et en s'intéressant dans la littérature, c'est le passage à du GaN vertical qui présenterait un vrai progrès et qui permettrait plus sûrement là, de mettre du GaN dans les inverteurs plutôt que le GaN latéral qui va occuper trop de surface. Et puis, donc, avec des targets de résistance centimètre carré, jusqu'à 1 million par centimètre carré en 650 volts. Et en suivant un petit peu ce qui se passe dans la littérature, on voit que notamment Toyota a beaucoup communiqué, a fait pas mal de recherches sur des structures de GaN vertical. Et on se dit qu'il y aura un intérêt à travailler avec ces structures-là. Dernière chose, qu'est-ce que l'on vise, nous, en tant qu'OEM ou en tant que end-user des composants? On a, et c'est ce qui, on va dire, limite encore la diffusion du GaN. Il y a vraiment 3 sujets. Il y a tout ce qu'on appelle la standardisation, que ce soit la standardisation au niveau du packaging. Enfin, alors, les solutions techniques, à la limite, si on ne regarde pas ce qu'il y a dedans, ce n'est pas tellement le problème de l'end-user. Par contre, en termes de packaging, il y a pour l'instant, il y a encore trop de solutions et on ne sait pas développer un composant, notamment un inverteur, avec une telle multitude de solutions. Parce qu'on se retrouve ou avec une solution captive et on ne sait pas la faire évoluer. Si on a des variations de volume, on ne sait pas les gérer. Donc vraiment, si on arrivait à avoir une approche de standardisation au niveau du packaging, à la fois sur les connexions, sur le refroidissement, ça serait un vrai plus. Et puis la deuxième chose, c'est surtout ce qui concerne la validation et le test. Et donc là, on sait qu'il y a une démarche là, sur l'éloignement de gap qui a commencé avec le Sécu, mais ça a quand même du mal à démouler. Il y a des nouvelles technologies, des nouveaux modes de défaillance, on ne sait pas comment les couvrir. Donc nous, en tant que valideur final, on ne sait pas encore. On déploie nos plans de validation pour du silicium, mais on ne sait pas si c'est réellement adapté. Et donc, il y avait notamment un programme en France là, qui est le programme GaNRET, qui est vraiment intéressant pour nous. La deuxième chose, comme toujours, c'est de faire en sorte d'augmenter la valeur client. Et donc, entre autres, sur les wide band gaps, c'est bien de pouvoir utiliser les caractéristiques intrinsèques du GaN qui sont hyper performantes pour augmenter cette valeur client. Et une des choses là, qui nous apparaît sensible, très intéressante, c'est les puces embarquées. Donc la technologie, tout ce qui tourne autour des puces embarquées dans les PCB. Et puis la dernière chose, comme je disais, c'est augmenter à la fois les capacités en courant et en tension, donc pouvoir faire du 1200 volts et avoir des puces plus grandes, donc viser des 10 ou 15 milliohms en classe 650 volts plutôt que 20 à 30 actuellement. Voilà. J'en ai fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend quelques questions de la salle? D'accord, il y en a une en salle, là je vais donner la parole, et puis on prendra celle du chat après. Bonjour, Tahayari Développement. Merci pour votre présentation. Donc ma question c'est pour l'automotive, peut-être le GaN il peut être introduit dans d'autres applications et j'aimerais bien avoir votre avis, notamment des applications par exemple dans l'audio, si ça peut améliorer l'expérience sonore des clients.
et le LIDAR aussi pour l'autonomie. D'accord. Peut-être probablement, mais je ne suis pas du tout spécialiste sur ces choses-là. J'en entends parler, mais ce n'est pas du tout mon domaine. On est très sectaire dans l'automobile. Moi, je suis côté powertrain. Merci. Alors, on revient à la question du chat peut-être, et après on prendra la question de Pierre. Alors, à propos de CEM, avec des fréquences de quelques 100 kHz, on exploite plutôt bien le wideband gap, mais les matériaux magnétiques sont moins bien adaptés. Les gabarits de CEM conduits sont très difficiles à tenir. Les fronts de commutation ultra-raides du GaN se retrouvent dans la CEM rayonnée. Et finalement, je crois que c'est des points qu'on discutera cet après-midi d'ailleurs. Finalement, les gains semblent contrebalancés par un grand besoin en filtrage. On a le sentiment que la mise en œuvre industrielle en environnement normé réduit les gains potentiels. C'est Lancer Energy Storage, partenaire d'IRT Nanoelec d'ailleurs, sur les batteries pour l'aéronautique, je crois. Oui, c'est bien résumé. C'est bien résumé, mais bon, enfin, On va se mettre au milieu pour les questions d'audiovisuel. Oui. Désolé. Oui, c'est bien résumé. En revanche, je pense qu'on n'abandonne pas. Il faut, comme on dit, il faut travailler sur les magnétiques. Je sais que, chez Renault et notamment entre Renault et le CEA, il y a des projets autour de convertisseurs à plus haute fréquence en maximisant l'utilisation, le dimensionnement et l'utilisation des composants magnétiques. C'est pas à l'horizon de 5 ans. Mais c'est une vraie question. Ouais. Il y avait une question pour Pierre, là, au milieu de salle. Voilà. Oui, une question Pierre Moller, à nouveau de l'ANR. J'aimerais avoir vos commentaires sur l'articulation entre la roadmap voiture électrique que vous avez définie, qui semble très tirée par les normes françaises, et le fait que Renault est un constructeur mondial. Est-ce que c'est très mondial comme roadmap? Est-ce qu'il va y avoir des contraintes nationales? Non, c'est ma perception. C'est pas une roadmap, c'est pas tiré par la réglementation française, on va dire européenne. Européenne, en tout cas, oui. Européenne, oui. Mais ceci étant dit, vous êtes très présent hors d'Europe. Oui. Il y a des pays où c'est peut-être un peu moins présent depuis peu, mais bon. Renault ne s'adresse pas qu'au marché français et on ne fait pas nos produits en fonction du marché français. Mais grosso modo, le marché européen, il est homogène. C'est la Commission européenne qui, notamment sur les niveaux d'émissions de CO2, c'est bien la Commission européenne qui édicte les règles. Après, en Asie, la Chine observe souvent ce qui se passe en Europe avec un peu une vision. Je suis ce que fait l'Europe, mais je ne veux pas pénaliser mes constructeurs internes. Donc, c'est pas forcément très transparent. Mais la Chine se préoccupe aussi au niveau des émissions de CO2 et donc aussi une roadmap de déploiement des BEV. Les États-Unis, pour l'instant, étaient très à part. Mais une fois que vous avez embarqué, puis après, il y a les pays, on va dire LATAM ou des choses comme ça, qui suivront. Mais globalement, il y a quand même une prise en considération là, de la problématique des gaz à effet de serre et du réchauffement de la planète. Et donc, plus ou moins forcé. Donc, on va dire l'Europe vise vraiment la suppression des énergies fossiles et donc le véhicule électrique. Il y a d'autres pays qui vont suivre avec un accent moins fort. Et c'est pour ça que comme je l'ai présenté, en 2035, il n'y a plus de véhicules thermiques. Mais dans les autres pays, dans le monde, dans le reste du monde, il y a ce qu'on appelle des équivalents de café. Le café, en fin de compte, c'est les émissions moyennes de CO2 de la gamme d'un constructeur. Donc, il y a aussi des standards ou des réglementations au café dans les autres pays du monde qui suivent une décroissance du CO2 de la même manière. Pas forcément avec le même point de départ et pas forcément avec la même pente, mais ça y va. Et donc, l'électrification, ça sera peut-être dans ces pays-là, dans un premier temps, des véhicules hybrides, de plus en plus de véhicules hybrides, avant d'aller aux véhicules électriques. Leïla Riwa, VDCOM. En fait, ma question, donc c'est un peu une suite à la question de Mathieu par rapport aux onduleurs à base de GaN.
Et en fait, est-ce que derrière tout ça, il y a une volonté aussi de monter en fréquence au niveau de l'onduleur, ou est-ce que ça, c'est pas envisageable? On peut voir par exemple que chez Porsche, ils se sont permis d'aller jusqu'à plus de 50 kHz au niveau de leur onduleur. Donc Oui. aujourd'hui, est-ce que derrière l'envie d'aller vers du gain, il y a aussi une volonté de monter en fréquence? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais que je vous dis, enfin, nous, ce que l'on cherche, c'est vraiment de minimiser les pertes du système complet. Oui. Donc, c'est moteur plus inverteur. Alors, il y a un intérêt à monter en fréquence pour le moteur, pas forcément pour l'inverteur. Pour l'onduleur, oui, Voilà. tout à fait. Donc, on regarde différentes solutions. Donc, le multiniveau, c'est une des solutions. Et on peut rester sur un 2 niveaux avec une montée en fréquence. On gagnera d'un côté, on perdra de l'autre. Il faut qu'on regarde toutes ces solutions-là pour trouver le meilleur optimum économique. Enfin, Oui. performance Et économique. puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre point par rapport à l'utilisation du GaN, contrairement au silicium, mais un petit peu moins par rapport au cycle, c'est qu'on est sur des fronts quand même qui sont plus rapides. Oui. Donc, est-ce que ça, c'est pris en compte dans la réflexion d'utiliser le GaN dans l'onduleur? Oui, enfin, c'est pris en compte. Oui, on le sait. Par contre, on sait aussi les ennuis que ça va nous causer. Et donc, ça doit faire partie du challenge. Faire partie du challenge. Ok, merci. Merci. Donc, on va clôturer la session ici. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci encore. Très intéressant d'avoir un point de vue utilisateur.